Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse et FAQ après le match nul du Barça contre l'Atalanta hier en Ligue des Champions. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence comme d'habitude cette analyse avec quelques petites statistiques ou alors quelques graphiques, appelez-les comme vous voulez. À gauche, vous avez la passing network et à droite, vous avez la progression de la balle, que ça soit par la passe, soit par la conduite de balle. Donc on va commencer par la passe map. Ici à gauche, on voit un petit peu la structure de l'équipe avec, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, énormément même de ballons qui passent par Koundé. On voit, c'est lui le distributeur. Tous les ballons mènent à Koundé, qui n'est pas forcément le meilleur relanceur qui soit, mais en soi, ce qu'on voit surtout, c'est que on avait énormément de mal à passer par l'axe et que on a choisi forcément Koundé qui est un petit peu plus à l'aise pour sortir les ballons que les Baldé, même si au final le premier but part d'une sortie de balle de Baldé. Assez étonnant. Mais bon bref, ce n'est pas vraiment la question. Donc vraiment on se pose la question, c'est qu'est-ce qui nous a manqué? Est-ce que vraiment on n'a pas su sortir la balle parce que nos défenseurs centraux n'étaient pas capables de le faire, ou est-ce qu'on n'a pas su sortir la balle parce que l'Atalanta nous bloquait bien? C'est ce qu'on va voir un petit peu dans la vidéo en analyse. Ce qu'on voit chez l'Atalanta, c'est vraiment une équipe qui prend un petit peu tout l'espace et structurée, on va dire à peu près normalement. Et nous c'est vrai que on a Rafinha qui est un petit peu coupé de Baldé par exemple, alors que Koundé, on voit qu'il y a eu plus de passes de Koundé vers Rafinha que de Baldé vers Rafinha qui est plutôt de son côté. Koundé qui a servi Pedri, De Jong, Xavi, Yamal, Ronald, bref, il a servi tout le monde de son côté. Et le côté gauche, on voit que on a beaucoup moins sorti le ballon du côté gauche, tout simplement. On voit qu'il y a très peu d'échanges aussi, voire quasiment aucun entre Eric Garcia et Ronald Araujo, qui est quand même assez rare. D'habitude, les centraux, c'est vrai que ceux qui touchent le plus le ballon, ceux qui font le plus de passes entre eux, c'est les latéraux, les centraux et latéral gauche, central, et bref, vous m'avez compris. Normalement, on fait tourner un petit peu le temps de trouver une solution plein axe. Là, ça n'a pas forcément été le cas. On voit qu'il n'y a pas de lien entre les deux centraux, mais plutôt un lien avec Szczesny. Szczesny qui n'est pas le meilleur balle au pied qui soit. Même s'il est placé là, il a fait plus progresser le ballon que Eric Garcia ou Ronald Araujo par la passe. Ouais, bon, là c'est les stats vraiment, elles sont assez étonnantes sur ce match-là. Koundé, qui est celui qui a fait le plus progresser la balle. Logique parce que tout est passé par lui, donc vous allez me dire oui, c'est assez logique. Il y a mal aussi de Young Baldé, et on voit que les deux centraux sont là. Garcia, Ronald Araujo ont fait moins progresser la balle, que ce soit par la conduite de balle. Bon, ça veut rien dire avec le gardien parce qu'il sort pas vraiment de sa ligne de but, mais bref. Mais en tout cas par la passe, les deux centraux ont moins fait progresser le ballon que Szczesny. Je suis pas sûr que là-dedans les dégagements comptent, par exemple. Les relances longues sur un joueur peut-être, mais les dégagements comme ça à l'arrache, bon, je suis pas sûr. Bref, c'est assez étonnant ce qu'on a d'habitude ici pour ceux qui me suivent, très souvent qui voient les analyses. Ce qu'on voit à chaque fois, c'est ceux qui font progresser le plus la balle, c'est Cubarsí et Inigo Martinez. C'est les deux. Très souvent Inigo Martinez, mais bon, des fois Cubarsí aussi, très souvent est assez proche et se retrouve dans l'angle droit là, ici. Et là, ce qu'on a, c'est des défenseurs centraux qui sont ici. Donc là, ça coupe vraiment par rapport à d'habitude, ça n'a absolument rien à voir et on voit qu'on n'a absolument pas relancé avec nos centraux. Garcia, on sait que normalement il est à l'aise là-dedans. Donc peut-être qu'il a été bien bloqué, on va voir ça. Mais Ronald, on sait qu'il a beaucoup de mal. Ça, c'est pas une nouveauté. Première séquence, donc on voit là le Barça qui essaie de relancer court. On voit Garcia ici, Ronald qui doit être par là. On voit un double pivot De Jong, Pedri qui redescendait assez bas pour proposer une solution, parce qu'on voit que les centraux sont assez bloqués. On voit que l'axe il est vraiment bouché par l'équipe de l'Atalanta. Je saurais pas vous dire si c'est l'ailier là où je vois pas, c'est trop, la qualité est pas assez bonne. Pour vous dire si c'est l'ailier ou le latéral qui vient presser Baldé, mais ce qu'on voit c'est que vraiment il est totalement enfermé. On voit Pedri qui est pris entre l'attaquant ici et le milieu de terrain. On voit qu'il y a cette obligation, on va dire, en tout cas l'Atalanta qui force le Barça à repasser par ses centraux en bouchant bien Pedri, parce que là l'attaquant il pourrait par exemple aller fermer la passe pour Garcia, et là le milieu restait sur Pedri, mais Pedri pourrait se démarquer, on va dire, et Baldé pourrait lui donner la balle, ce qui n'est pas le cas ici parce que l'attaquant il reste quand même proche de Pedri, et Pedri il est vraiment dans un sandwich, on va dire, et là donner le ballon à Pedri, même si on connaît sa qualité technique, ce serait quand même assez risqué. Donc la solution pour nous pour sortir le ballon, c'était souvent Rafinha de ce côté là, de l'autre côté c'était Lamine, mais qui venait décrocher ici, qui jouait très très haut, on va dire, et au dernier moment quand Baldé n'avait plus la solution, eh bien il sortait pour apporter la solution, justement se démarquer du joueur et venir toucher la balle ici dans cette zone laissée libre par l'ailier justement, ou le latéral qui montait très haut.
Rafinha qui laisse passer le ballon et Lewandowski qui est juste derrière. Donc ça, on va voir, c'est aussi plus ou moins le premier but. L'animation, la petite séquence du premier but qu'on met, c'est un peu ça. On trouve Lewandowski qui va trouver Rafinha dans le dos du joueur en profondeur. Donc là, la passe, elle est ratée un petit peu. Je crois que c'est Rafinha qui va essayer de la choper ou Baldé, mais la balle, elle va sortir en touche. Mais on voit donc l'Atalanta qui nous presse très très haut et vraiment qui met beaucoup de densité dans l'axe, qui nous empêche de passer par l'axe. Et le Barça qui essaie de trouver la solution plus haut avec un Rafinha ou un Lewandowski en relais. Nouvelle séquence, et encore une fois, séquence de pressing de l'Atalanta. On voit que là, il y a une petite marge. Hein. Les joueurs ne collent pas non plus de trop près les joueurs. On voit que Pedri il est bien suivi à son marquage et De Jong aussi. On voit Gavi aussi, je pense que c'est Ederson, là, le milieu, qui est suivi de près. Donc vraiment, les trois milieux, c'est marquage très proche. Je sais pas si c'est un marquage individuel non plus, mais en tout cas, il y avait consigne de vraiment suivre les joueurs. Pedri, il est suivi à la trace. De Jong, bon, il bougeait pas trop là, en l'occurrence, mais il était quand même suivi de très près. Sur cette séquence, on voit quand même Rafinha qui bougeait très souvent, qui peut-être était gêné par le marquage, mais des fois il se retrouvait à gauche, c'est vrai. Même des fois il était dans cette zone là, milieu, à la place de Gavi. Donc Gavi se déplace justement dans la zone laissée libre par Rafinha. On voit Lamine Yamal qui joue attaquant de pointe presque, je veux dire à la place de Lewandowski en tout cas, et Lewandowski qui vient dans cette zone là demander le ballon à Baldé, on va dire. Baldé qui va toucher la balle, et là Lewandowski qui va venir chercher comme Rafinha tout à l'heure. Donc Baldé qui va pas forcément trouver de solution dans cette zone là, donc il va servir Pedrito dans l'axe. On voit que le joueur là vient harceler Pedri ici et il vient l'empêcher de se retourner. Donc là Pedri il a pas forcément d'autres solutions que de trouver Szczęsny au final. Avec Ronald qui est assez haut, qui devrait normalement s'écarter un petit peu pour proposer une solution, qui ne le fait pas forcément. Koundé qui avait fait son appel ici dans cette zone libre, laissé libre par Gavi, par De Jong qui était ici, qui s'est déplacé un petit peu. Donc là il y a cette zone laissée libre. Pedri aurait pu peut-être lui donner, mais bon, il l'a pas forcément vu je pense, ou alors il a trouvé ça trop risqué. Il y a là je crois que c'est Zappacosta qui a vu que Koundé s'est mis dans cette zone-là, commencer à courir pour aller le marquer. C'est très bien joué de la part de Koundé, parce que là, recevoir un ballon encore une fois sur le côté et se faire enfermer sur le côté, bah, ça n'apporte pas forcément de solution. Que venir ici dans la zone laissée libre avec Ronald, si c'était plus écarté Ronald, là l'attaquant serait venu plus tôt sur Ronald peut-être, et Koundé aurait, enfin la passe aurait été plus évidente pour Pedri. C'est pas le cas ici. Pedri qui va pas prendre forcément de risque, qui va donner le ballon à Szczęsny. On voit quand même que vraiment les joueurs de l'Atalanta pressaient très très haut. C'est limite un marquage individuel avec un joueur pour un joueur. Hein. On voit Lewandowski qui est suivi très haut, De Jong, Garcia, Pedri, Ronald, ici là Koundé. Vraiment c'est un joueur pour un joueur, c'est très bien quadrillé de la part de l'Atalanta. Et nous ça nous a empêché de relancer, surtout avec des défenseurs qui sont pas forcément à l'aise là-dedans. Garcia on l'a pas senti à l'aise à gauche et Ronald on l'a pas senti à l'aise avec un ballon. Donc c'est compliqué. La séquence finit par un dégagement de Szczęsny en touche. On voit que en début de match le Barça a eu énormément de mal quand même à sortir le ballon. Autre séquence de sortie de balle, Koundé qui a le ballon au départ, qui la rend à Ronald, qui va la donner à Szczęsny. Donc on voit là hein, même le joueur sort sur Szczęsny pour vraiment on sait que Szczęsny il n'est pas forcément à l'aise non plus au pied. Donc là le joueur qui n'hésite pas à venir vraiment faire un pressing très agressif. On voit hein, encore une fois les joueurs un pour un. Ici, il y a juste Gavi, je crois que c'est Gavi ou De Jong peut-être. De Jong ici qui a été laissé libre par son vis-à-vis, hein, qui est sorti donc sur Szczęsny. Ça fait dégagement de Szczęsny. Heureusement, ça arrive quand même sur la mine. Bon dégagement, je sais pas si c'est fait exprès. Mais on va voir directement ce qui va faire la différence dans ce match. C'est évidemment la qualité individuelle. Surtout de Lamine Yamal qui a beaucoup aidé dans ces cas-là, parce que c'est un peu le seul à pouvoir faire des différences comme ça quoi en fait. Avec Pedri peut-être et même peut-être Rafinha, tu lui envoies un ballon comme ça, on se dit bon Szczęsny qui dégage n'importe comment, on va voir ce qu'on en fait. Et au final, c'est un petit contrôle poitrine, enfin une déviation, passe de l'épaule ou de la poitrine pour Lewandowski, et direct il prend de vitesse son vis-à-vis et il part dans le dos. Donc vraiment, il y a cette qualité technique évidemment qui fait la différence, surtout sur un pressing comme ça qui est très agressif. Quand tu arrives à faire la différence en une touche et à partir dans le dos de la défense, direct ça t'offre de belles possibilités. On part dans une contre-attaque. Rafinha toujours très haut, qui est vraiment cette volonté de garder la hauteur, surtout si Robert descend. Si Rafinha descend, c'est Robert qui est censé garder la hauteur. Mais vraiment toujours essayer de garder un joueur sur lui, tu vois, pour que les autres joueurs qui sortent, ça donne une possibilité. Par exemple, si Lewandowski il redescend demander le ballon dans les pieds, on a toujours Rafinha
t'es dans le dos, ou alors Lamine, là en l'occurrence, tu pars dans le dos de la défense. Si Lamine, tu vas réussir à prendre de vitesse, il va servir à Rafinha, bon il y aura je crois un hors-jeu, mais on voit que la possibilité, peut-être une des seules possibilités vraiment de sortir les ballons, c'est la qualité individuelle des joueurs. Ici on va voir le début des problèmes. Dégagement du gardien de l'Atalanta, donc on voit il est très bas, enfin je veux dire il a le ballon, voilà, il dégage en catastrophe, ça se transforme en occasion de but pour les joueurs de l'Atalanta qui est là, bon, qui est quand même dans un angle très fermé, s'il marque là c'est bon, faut arrêter, mais quand même la frappe est dangereuse. Szczęsny qui s'allonge bien on va dire, hein, là, très bel arrêt, on voit même plus la forme du joueur, bref, mais belle frappe quand même, dans un angle totalement fermé, c'était presque assez dangereux quoi. Avec un Ronald qui va lever le bras. Tu as passé son temps à lever le bras hier pour dire qu'il y avait hors-jeu. Peut-être en fait on a mal compris, il voulait lever le bras pour dire je suis le seul à couvrir le hors-jeu les amis. On avait compris Ronald. Donc Ronald qui comprend pas trop, il lève les deux bras, on l'a vu avec l'arbitre, il est là à dire mais pourquoi vous sifflez pas le hors-jeu? Est-ce que tu vois quelque chose Ronald là qui t'inquiète ou pas? Bon, évidemment le joueur est à moitié peut-être dans sa moitié de terrain, donc peut-être qu'il dépasse un peu. Si Ronald avait été aligné, peut-être qu'il y aurait hors-jeu, je sais rien. Ça se joue peut-être à quelques centimètres. Mais en attendant, quand tu vois l'alignement de ta défense, oui Ronald, tu peux lever la main. Qui couvre le hors-jeu? C'est moi. Oui, c'est toi Ronald, merci. Merci pour ça. Donc peut-être qu'on va me dire que je suis méchant avec Ronald, mais c'est pas faute d'avoir prévenu. Je l'avais dit, Ronald ne sait pas forcément défendre avec une ligne de hors-jeu très haute. J'avais prévenu, après j'espère qu'il saura arranger ça, qu'il saura s'adapter, mais c'est ce que je pensais. Je me suis dit Ronald va poser beaucoup de problèmes avec cette équipe de Flick. Je précise de Flick parce qu'il y a une tactique qui va avec le coach, ce n'est plus la même tactique qu'avec Xavi. La saison dernière on ne jouait pas le hors-jeu aussi haut, ça se jouait pas à des centimètres comme on le voit depuis le début de la saison. C'est une tactique, il y en a qui la trouvent risquée, peu importe, on s'en fout, c'est la tactique. Donc il faut savoir jouer cette tactique là, jouer le hors-jeu haut, tout ça, défendre en avançant et non pas en reculant et en laissant ton vis-à-vis couvert de 1 mètre par rapport aux autres. C'est comme ça le football. Et dans cette équipe de Flick aussi, même, bon ça fait quand même un bon moment, mais au Barça ce qu'on aime bien c'est ressortir depuis l'arrière assez proprement, donc avec des défenseurs qui savent relancer. Donc j'avais dit les points faibles de Ronald sont ceux-ci. Relance assez catastrophique de la part de Ronald, et quand il fait des bonnes relances c'est qu'il envoie un parpaing sur le joueur, et son problème de laisser beaucoup de marge, en gros il a toujours 1 ou 2 mètres d'avance sur son vis-à-vis pour la sécurité et ne pas avoir à revenir on va dire derrière le joueur, tout ça en catastrophe, un peu comme le rouge avec Barcola, mais de laisser un petit peu d'espace pour avoir cet avantage là de distance, pour pouvoir revenir s'imposer avec son physique. Donc là c'est 2 gros problèmes dans cette équipe, ça ne fonctionnera pas. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter ou pas, je ne sais pas, mais attention. Attention quand même. Donc là j'ai bien aimé cette séquence. À un moment donné ça m'a fait un petit, voilà, ça m'a donné un petit peu de joie dans ce match là. On avait un peu de mal tout ça et puis d'un coup je vois Lewandowski ici, latéral droit derrière Koundé. Je me dis là c'est bon. Là franchement j'aurais tout vu. Il y a beaucoup de mystères dans la vie. Le monstre du Loch Ness, le triangle des Bermudes, je ne sais pas. Et il y a un autre mystère maintenant, c'est pourquoi Robert Lewandowski descend au poste de latéral droit derrière Koundé. Voilà, moi c'est des questions que je me pose, peut-être qu'on n'aura jamais de réponse, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas je pense qu'on peut dire qu'on aura quasiment tout vu dans notre vie avec Robert. Merci Robert pour ça, ça nous fait plaisir. Donc on avance un petit peu, on voit beaucoup de mal à sortir. Bon, Robert est latéral droit, donc il y a peut-être que Rafinha ici, donc il y a moins de solutions. Derrière qui donne le ballon, on voit Baldé qui est très enfermé, qui a pas forcément de solution. Voilà, il attend. Alors on peut critiquer Baldé sur ses sorties de balle, qu'il a un peu de mal, mais quand il y a personne, il peut pas faire de la magie non plus. Baldé ces derniers temps il peut passer un petit peu en vitesse, là c'est quand même assez bouché, c'est assez compliqué, mis à part foncer dans le joueur, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Et il se plaint d'ailleurs ici. Wow, qu'est-ce que tu fais là-bas? Eh oui, enfin oui, j'imagine qu'il a un accent comme ça, je pense pas qu'il ait l'accent marseillais ou du sud, Baldé, mais bon, il est un peu voilà, un peu exaspéré le Baldé, il peut pas passer, il a 0 solution et c'est normal qu'il se plaigne un petit peu quand même. Eh oui, je suis tout seul. Eh oui, je sais Baldé. On repasse de l'autre côté avec Ronald, la spéciale Ronald, c'est-à-dire la donnée à Koundé. Mais on sait que Koubarsi dans cette zone-là, ce qu'il aurait fait, c'est une passe qui aurait cassé des lignes et il aurait servi Robert, enfin pas Robert en tant que latéral droit, mais Robert qui vient demander le ballon, ou alors peut-être Lamine, ou j'en sais rien. Là le problème c'est qu'on voit pas forcément où sont placés les joueurs, donc je peux pas vous dire il avait cette solution de passe, mais on sait que les passes de Koubarsi, Ronald n'est pas capable de les faire, tout simplement. Donc là on donne la balle à Koundé, démerde-toi, enfermé. Regardez Koundé à quel point il est bas là.
Alors c'est pas forcément de la faute de Koundé, mais le pressing est bon de la part de l'Atalanta. On voit, hein, regarde, Diaby qui est suivi de près, De Jong aussi qui est marqué de près. Il n'y a pas forcément non plus cette grosse activité. De Jong il est en train de marcher. Les gars, essayez de vous démarquer quand même, faites un petit peu des efforts. Je sais pas. Vous voyez bien le Koundé, il y a 2 secondes avant, Baldé était complètement fermé. Pareil de l'autre côté, il avait 2 joueurs sur lui. Là, Koundé, c'est pareil. Il n'a pas de solution. Il va pas redonner à Ronald. Au bout d'un moment, il va être obligé de péter devant. Donc soit ici, Lamine, il peut venir long de touche pour demander le ballon. Soit ici, il y a un joueur qui vient, qui se dépêche, qui bouge un petit peu, je sais pas, qui propose quelque chose. Mais là, il y a 0 solution. Donc Koundé, il est obligé de péter devant. Et voilà, c'est fini. On perd la balle. D'un côté, l'Atalanta, ils ont bien pressé, je suis d'accord. Mais d'un autre, je sais pas si les joueurs ont fait assez les efforts pour se démarquer non plus. Autre séquence, dernière séquence avant les buts. On voit encore une fois différence individuelle. Bon, là, c'est pas pareil. Le pressing de l'Atalanta n'est pas coordonné. Hein. On voit vraiment beaucoup de joueurs. Alors, je sais pas, je m'en souviens plus s'il y avait avant, mais il y a dû avoir une action de l'Atalanta, récupération du Barça. Encore une fois, une différence individuelle faite par Lamine qui va accélérer le jeu et qui va à lui tout seul casser ce pressing là, te donner l'impression que c'est pas vraiment possible de venir le presser parce qu'il va s'en sortir assez facilement et assez rapidement. Passe de Koundé, hop, déjà, voilà, petite balle ici, bon alors elle est pas très précise ou alors Pedri n'était pas assez proche, mais bon en tout cas Pedri va quand même réussir à la toucher. Mais en une touche, Lamine, voilà, le joueur là il est là, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. Eh oui. Forcément. Petite balle, c'est pas très compliqué. Une petite déviation, passe du talon là, à l'intérieur du pied, je sais pas comment l'appeler, mais vous avez vu la passe quoi. Franchement, pour un joueur de cette qualité de Lamine ou n'importe quel joueur en fait de cette équipe pourrait faire ça, mis à part peut-être un défenseur central ou le gardien. Mais en une passe, voilà, il accélère le jeu. Un peu de chance, Pedri qui a le contre. Et Lamine, voilà, il fait sa passe et il l'accélère dans le dos. Lewandowski qui va servir Lamine Yamal. Qui a pris la profondeur entre temps avec Rafinha de l'autre côté. On voit vraiment Rafinha toujours et toujours Lamine assez haut, les plus hauts sur le terrain. On voit Pedri qui s'est fait balancer là, comme un sac le pauvre. Mais bref. Et contre-attaque donc du Barça très rapide. Et on va voir Lamine qui va venir fixer ce défenseur. Alors là, bon, ça va nous rappeler un petit peu des souvenirs. Moi, ça m'a fait extrêmement rire. Sur le coup, j'ai presque explosé de rire. le défenseur là, il va manger la pelouse en fait. Il va tondre le gazon. Alors, il n'est pas forcément jardinier de base, mais je pense que Lamine lui a fait passer une formation. Formation brouteur de gazon, je sais pas trop. Excusez-moi. Mais ouais, c'est pas normal, Lamine. Arrête de martyriser des pères de famille, s'il te plaît. Petit hop là et hop. Bon, ça me régale. Ça, je voulais juste le montrer pour ça. Voilà, il n'y avait pas d'autre. Mais bon, la sortie de balle de base, hein, j'avais envie de la montrer, mais ça aussi, ça m'a régalé. Lamine qui va essayer d'enrouler après, peut-être un peu trop perso. La frappe, elle est un peu trop axiale sur le gardien. Mais bon, bref. Séquence du premier but. On va voir comment on s'en est dépêtré. On voit que le marquage est un peu moins proche, un peu moins serré, on va dire, de la part de l'Atalanta. Mais quand même, on voit toujours Pedri qui est quadrillé. De Jong derrière qui est au fond là-bas, mais il y a toujours un joueur sur lui. Toujours le Ederson qui suit Gavi. Hein, donc vraiment, j'avais dit en début de vidéo, je sais pas si c'était vraiment un marquage individuel, mais franchement j'ai l'impression que oui, hein, vraiment c'est toujours un peu les mêmes joueurs qui sont sur les joueurs et ils suivent toujours de très près. Donc là Szczesny, au lieu de la donner à Garcia et Baldé, Szczesny la donne directement à Baldé. Bon. Peut-être que ça donne aussi une marge de temps en plus pour Baldé pour se retourner, pour chercher la solution de passe. Parce que si Szczesny la donne à Garcia, lui, il va avoir le temps de venir un petit peu sur Baldé. Et si Garcia la donne sur Baldé, bah lui, ça se trouve, il aurait été là au lieu d'être là. Je dis ça, je dis rien, c'est des petits détails comme ça. Mais en tout cas, je sais pas, j'avais envie de le souligner, c'est tout, je fais ce que je veux. Donc là, on a la spéciale Rafinha, c'est-à-dire appel contre appel, tout simplement. Là, c'est très très bien joué de la part de Rafinha. Baldé aussi, la relance, c'est un peu ce qu'il a fait tout à l'heure quand il a voulu sortir la balle sur Rafinha. Là, Rafinha, ce qu'il fait, c'est appel contre appel. Donc, il vient demander le ballon dans les pieds, parce qu'on sait que le marquage est très serré. Donc, on sait que le défenseur, là, il va suivre Rafinha. Sauf que Rafinha, il feinte donc d'aller chercher la balle et il repart direct. Baldé, qui va la donner pour Robert. Donc, lui, il a forcément beaucoup d'avance sur Rafinha, mais je pense que ça doit être le défenseur central. Et Rafinha a quand même plus de vitesse que le défenseur central, plus d'explosivité. Et surtout, la passe de Lewandowski, elle est masterclass. Robert, il a fait un match assez dégueulasse en soi, mais s'il a bien réussi quelque chose, c'est cette passe. Franchement, magnifique. Je vous ai pas mis le raté dans l'analyse, hein. Je vous ai pas mis le raté de Robert, ça servait à rien. Où il fait un contrôle, il tombe par terre et tout, alors qu'il n'y a plus de gardien. Mais c'est pas grave. Cette passe-là, on va rester là-dessus, elle est magnifique. Tout simplement, hop là, dans la course, elle est parfaite. Là, quand je l'ai vu ça, j'ai dit, waouh, non, j'ai dit, la passe, elle est belle, mais elle est trop compliquée pour Rafinha. Et en fait, elle continue.
Sa course, la balle, elle s'arrête pas sur le sol. Bon, le sol devait être bien arrosé, heureusement. C'était le début de la deuxième mi-temps. Ils avaient dû arroser le terrain à la mi-temps. Ça, c'est des détails, encore une fois. Mais chaque détail est important, Ligue des Champions, vous le savez. Donc la balle qui fuse bien. Rafinha qui arrive à prendre de vitesse le joueur, qui avait peut-être 1 ou 2 mètres de retard, mais bah, qui cavale, quoi. Rafinha, c'est un ouf. On le sait. De l'autre côté, Lamine. Encore une fois, à l'image de ce qu'on voyait tout à l'heure, Lamine qui contre-attaquait et Rafinha qui était le seul haut de l'autre côté à attaquer avec un Robert qui redescendait chercher le ballon, enfin en tout cas en point d'appui. Et bien là c'est l'inverse cette fois-ci, au lieu que ça soit Rafinha de l'autre côté, c'est Lamine, sauf que Lamine là il est énormément, enfin il est démarqué de ouf. On retourne un peu en arrière sur la passe de Robert. Lamine il est hors jeu, tu vois, donc les joueurs limite ils jouent le hors jeu pour pas qu'il y ait un long ballon sur lui, bah, ils se disent voilà ça va le faire, sauf que là il joue pas le ballon forcément Lamine, donc de base bah, il est pas hors jeu, donc il va avoir énormément d'avance sur le défenseur. Rafinha qui fait une belle passe, L2 triangle à FIFA, passe en profondeur un peu enroulée pour contourner le défenseur, et oui. Et Lamine qui va arriver à être sur le ballon avant le défenseur et avant le gardien aussi qui va sortir, hein. Il va feinter le tir, dribbler le gardien. Moi j'ai cru que là j'ai eu peur, je me suis dit bon le défenseur va revenir sur lui parce que hop la balle elle est là, il arrive à feinter, à pousser le ballon. Je me dis le défenseur il va tacler, Lamine il n'arrivera pas à temps. Et finalement non, bravo, voilà c'est le génie qui parle, j'en sais rien, mais ça fait but, c'est magnifique. Pousser une dernière fois le ballon pour rentrer et ça fait un 0. Séquence de l'égalisation, j'ai pas montré le premier but de l'Atalanta, même s'il était très beau les gars, mais voilà, j'ai pas montré le but de Ronald non plus, c'est un but sur corner de la tête, il a fait signe qu'il était content d'être ici, merci Ronald, il va couvrir le hors-jeu pour fêter son but. Là on voit Casado ici faire un câlin à un flic, ça n'a aucun intérêt dans la séquence, mais j'avais envie de le montrer. Et ici on voit Frenkie de Jong qui marche. Alors on voit que Pedri est passé à droite. Vous savez, généralement le double pivot il bouge pas mal. Quand il y a un joueur qui passe à droite, l'autre il passe à gauche et vice versa. Donc là on a Frenkie de Jong qui marche ici, hop, à côté de l'arbitre. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Pedri qui fait l'effort pour revenir ici et pour venir presser ici. De Jong qui s'en fout royalement, hein, pour le coup, hein, sans vouloir tomber gratuitement sur De Jong, mais là, ce genre de séquence, je la comprends pas, tu vois. Pourquoi tu marches? Pourquoi Pedri qui est là-bas doit faire l'effort de courir pour revenir ici presser celui-là qui vient chercher le ballon, alors que toi t'es de base de ce côté-là et à côté de lui. À l'image de Robert tout à l'heure qui est descendu latéral droit, c'est encore un mystère que je n'ai pas résolu. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être qu'un jour on découvrira. Donc là la passe qui n'est pas fermée, Baldé qui est un petit peu trop qui veut pas forcément se jeter sur Cuadrado. On sait que c'est un mec qui peut faire des différences, qui est assez rapide même s'il a plus son jeune âge, mais voilà, mais peut-être le pressing n'est pas assez agressif, j'en sais rien. Pedri qui arrive pas à fermer la passe à temps et qui vient Cuadrado qui vient toucher en point d'appui son joueur ici, et on va voir tout simplement que Ronald il va couvrir le hors-jeu de fou quoi. Le joueur ici qui arrive à se dépêtrer un peu du marquage et centrer en profondeur plein axe, hein. Vraiment plein axe, je le répète, mais le joueur là il est complètement seul. Ici, le marquage est pas forcément excellent déjà, Ronald il est trop décalé, alors que Koundé de l'autre côté, il est un peu écarté, mais en soi il est plus ou moins à son poste, parce que Ronald est censé être un peu plus axial, un peu plus peut-être sur le joueur. Koundé resserre ici, il prend lui, on sait qu'il y a l'autre de l'autre côté, Koundé il en a deux dans son couloir. Donc il va pas, c'est pas à lui de venir non plus sur lui et de laisser les deux derrière. Évidemment. Donc là, le centre est plutôt bon de la part du joueur de l'Atalanta. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est l'alignement. Alors, j'ai pas un angle meilleur que ça. J'ai pas montré la suite. Généralement, après, quand on vérifie s'il y a but, s'il y a hors-jeu, il vous montre un angle un peu plus clair. Mais vous le voyez ici, hein, de toute façon, Koubarsi par rapport à la ligne du terrain, ici. Regardez l'alignement. Voilà. On sait que le hors-jeu s'est joué à pas grand-chose en soi. Ronald, il couvrait peut-être de 10 cm, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, un Ronald qui, de base, ici, recule. On voit qu'il se fait des petits arrêts, genre on dirait qu'il veut vraiment jouer le hors-jeu, mais c'est pas dans sa nature. Rappelez-vous de Inigo Martinez qui vraiment stoppait, mettait hors-jeu au dernier moment, il faisait les petits pas qu'il fallait pour mettre le joueur hors-jeu. Il a fait de nombreuses fois en début de saison. Et moi, encore une fois, je le répète, j'avais des doutes concernant Ronald. Est-ce qu'il pouvait jouer vraiment le hors-jeu, ou est-ce qu'il a l'habitude de défendre justement en reculant? Et oui. Oui, on l'a vu hier. Alors comme je l'ai dit, ce n'est pas définitif, les êtres humains peuvent changer et j'espère que Ronald pourra s'adapter au bout d'un moment quand même, parce qu'on va passer en Ligue des Champions au niveau supérieur et j'ai pas envie qu'on se fasse flinguer la qualif pour ce genre de détails qui sont importants.
dans le dispositif du coach, comme je l'ai dit. Donc Ronald qui couvre, qui lève la main quand même hein, pour dire à l'arbitre « Je couvre, c'est moi qui couvre le hors-jeu, je suis seul ». Merci Ronald, on avait vu quand même. Contrôle du joueur Koundé qui essaie quand même de revenir, qui était très très loin du joueur. Hein. C'est à Ronald de le prendre, lui, mais c'est quand même Koundé qui vient pour intervenir. Il dévie à peine le ballon, il touche mais pas assez. Ronald qui n'intervient pas non plus. Et Chesney ici qui va prendre le ballon entre les petites gambettes. Là, hop là, petit pont. Bon, ça aurait pu être évitable, disons. Je vais pas vous dire que c'est catastrophique, mais c'est quand même très évitable. Entre l'alignement mauvais de Ronald qui lève la main, plus occupé à lever la main pour dire qu'il y a hors-jeu que intervenir sur le défenseur, parce qu'en soi, il peut essayer de lancer un petit tacle glissé, mettre sa jambe devant le ballon pour pas que le gars tire en soi. C'est un truc faisable pour un défenseur, j'imagine, je sais pas défenseur les gars. Mais bon. Et puis Chesney, voilà, qui est un peu le point faible aussi dans les cages cette saison. De toute façon, tant qu'on n'aura pas un vrai gardien de but dans les cages, on sait que ça restera un peu notre point faible. En début de saison, Ter Stegen n'était pas forcément exemple de tout reproche. Peña, quand il l'a remplacé, non plus. Et là, Chesney non plus. Donc en soi, on sait que notre point faible, notre plus gros point faible avec notre équipe type, c'est notre gardien, malheureusement. On passe maintenant à la FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions. On va voir ça ensemble. Je vais essayer de prendre un maximum de questions. Voilà, donner des réponses. Je vais essayer en tout cas assez clair. On va voir ce qui va sortir. Mais merci à tous d'avoir participé. Encore une fois, je pourrais pas prendre toutes les questions évidemment, sinon ça fera trop. Mais voilà, on y va, on commence maintenant. On a NMW Dazlina qui dit qu'est-ce que tu penses de Lewandowski? Je pense qu'il doit rester au banc un peu. Je pense qu'il doit arrêter sa carrière. Non, qu'est-ce que je pense sérieusement de Lewandowski? Je pense, j'ai déjà dit. En soi, hein, je pense que Lewandowski n'aide pas forcément dans le jeu. Si en plus de ça, il commence à rater des occasions et à ne plus être efficace, à retrouver son niveau en gros de la saison dernière, ça va être compliqué. Et ça va être plus un boulet que vraiment un joueur qui va apporter à ce Barça là. On a besoin de fluidité dans le jeu, on l'a vu hier contre l'Atalanta, quand le jeu est très fermé et qu'il faut aller chercher des relais loin sur le terrain, relancer depuis la défense, tu vas trouver un attaquant comme ça devant, pouvoir avoir cette qualité technique, comme je l'ai montré dans l'analyse là avec Lamine Yamal, qui en une touche, sa qualité technique va donner un peu de vitesse dans le jeu, avoir cette précision pour jouer en une touche, en déviation. Alors évidemment, Lewandowski il a fait une magnifique passe pour Rafinha sur le but de Lamine Yamal. On sait que c'est pas toujours comme ça va arriver, il va y avoir une passe sur 100 qui va être comme ça. Il n'y a pas assez de qualité technique chez Robert, il ralentit trop le jeu, il veut trop garder le ballon. Il y a eu des séquences, je les ai pas montrées dans l'analyse parce que ça n'a pas d'intérêt, mais des séquences où à un moment il vient chercher le ballon, il le garde, il y a Pedri à côté de lui, littéralement à 1 mètre. Et il se balade, il est là en train de courir avec le ballon, genre qu'est-ce que je fais, Iniesta Prime, c'est pas à toi de faire ça. Il y a Pedri qui est à côté de toi qui est libre. Genre en fait, tu vois, si t'avais pas été là, Pedri, il aurait le ballon et il aurait fait le bon choix, mais pas forcément toi, tu vois. Tu ralentis le jeu, tout ça encore une fois. S'il faut la donner à Pedri, s'il faut que tu viennes aider en point d'appui, tu viens chercher le ballon. En une touche, plat du pied, sécurité, tu l'as remise à Pedri et tu vas vers l'attaque, tu vois. Je vais pas apprendre à jouer au football à Lewandowski, je n'ai pas cette prétention, mais quand même, on voit bien que dans cette équipe du Barça, en attaque, à l'instant T, c'est un boulet. Maintenant, s'il revient bien, s'il revient avec son niveau sur-efficace du début de saison où il marque beaucoup de buts et que vraiment il apporte à cette attaque, pourquoi pas l'avoir sur le terrain? Mais actuellement, c'est pas le cas. Ensuite, on a Ledinson qui dit quelle est la gestion idéale des deux gardiens? Faut faire jouer les deux équitablement. Alors, non, je ne pense pas que ça soit vraiment le truc, ça n'arrive jamais en soi. C'est pas comme les joueurs de champ où tu vas dire le gars il mérite, alors tu vas faire un coup, tu vas le mettre. Un coup, tu vas faire jouer son concurrent, on va dire, au même poste. Ça fonctionne pas forcément comme ça pour les gardiens. Les gardiens on doit avoir une certaine stabilité avec le gardien de but. Donc, tu choisis un gardien, celui que tu estimes être le meilleur, et tu le mets dans les cages. Et puis, voilà, faut que le gardien se mette en confiance et qu'il rassure sa défense. Faut qu'il y ait une confiance aussi entre la défense et le gardien. Là, actuellement, bon, c'est pas forcément le cas. La défense a peur de se faire découper par Chesney, peut-être. Mais oui, Chesney donne pas forcément et pas forcément rassurant, mais encore une fois on n'a pas perdu contre l'Atalanta, donc vu que Flick il a dit que Chesney on perdait pas avec lui, ben voilà, il a dit que c'était lui le gardien titulaire, sans vouloir dénigrer Peña. Il a dit ça veut pas dire que Peña est mauvais, tu vois, que je trouve que Peña est mauvais ou moins bon, c'est juste qu'il préfère Chesney, c'est un choix. Est-ce que c'est le bon choix? J'en sais rien, mais en tout cas tu peux pas faire tourner un gardien, tu vois, un match sur deux, c'est pas possible. Ensuite on a Joy le Boy qui dit ils ont pas joué le match à fond, non? Je sais pas.
Ça dépend peut-être des joueurs, peut-être que certains joueurs ne sont pas donnés à fond, n'ont pas donné cette impression-là de se donner à fond. Moi, je pense que le Barça a essayé de gagner le match, hein, en soi. Je pense pas qu'ils aient joué tranquille. Je pense qu'ils ont eu du mal. Je pense que l'Atalanta, tactiquement, a très très bien pressé le Barça. Je pense que le Barça, tactiquement, a eu du mal dans un premier temps, au début du match. Je pense que Flick, il a fait quelques petits ajustements ou peut-être quelques instructions aux joueurs. Ils avaient plus de facilité à sortir la balle, j'imagine, en deuxième mi-temps. Ça, tout s'est débloqué en deuxième. On a vu qu'il y a eu 0-0 en première. Une possession plutôt stérile de la part du Barça qui gardait la balle dans son propre camp, qui avait un peu de mal à sortir, surtout par l'axe, on l'a vu. Et puis après, en deuxième, c'était un peu mieux. Ça s'est un peu débloqué des deux côtés, tu vois. Bon. C'était pas non plus un match facile. Certes, peut-être que certains joueurs, t'as l'impression que quand tu les vois marcher sur le terrain, tu te dis bon, il a pas l'air très motivé. Mais tactiquement, c'était quand même un match pas évident, franchement. Ensuite, on a Mesmin qui dit Araujo est-il devenu arbitre de touche? Il n'a pas encore compris le piège du hors-jeu. Alors, les arbitres de touche, eux l'ont compris. Mais peut-être que tu dis parce qu'il lève la main à chaque fois et comme les arbitres de touche, mais peut-être faut lui donner un drapeau à Ronald, peut-être qu'il aurait. Puis il y a Sohail aussi qui dit Araujo a beaucoup de difficultés à se placer dans le piège du hors-jeu. Oui, bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'analyse, mais en gros, c'était une question qu'on pouvait se poser. Est-ce que Ronald va être assez adapté, on va dire, en tout cas dans sa manière de défendre, sa manière de jouer? Est-ce que il va s'adapter à la tactique du coach actuel? Araujo reste un bon défenseur dans purement l'aspect défensif, tacle, agressivité, jeu aérien, tout ça. Ronald, c'est un bon joueur. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il n'y a pas que les tacles, il n'y a pas que être imposant, s'imposer physiquement. C'est pas que ça le football. En tout cas, pas au Barça. Au Barça, il faut être capable de relancer depuis la défense. On l'a déjà dit, c'est très important. Dans ce Barça-là, je l'ai déjà dit, je ne détiens pas la vérité, mais je l'ai déjà dit, c'est un constat. Cette saison, plus que les dernières saisons, tout part des défenseurs centraux. Tout part de Cubarsí. Tout partait d'Inigo Martinez en début de saison. Les deux, ils savaient très bien relancer. S'il n'y avait pas de solution court, ils relançaient long, mais pas long, genre je dégage la balle n'importe où. Ça cassait des lignes. Ça allait toucher les défenseurs, les attaquants, je veux dire, loin sur le terrain. Combien de fois Cubarsí il a cassé en diagonale sur Lewandowski dans l'axe? Combien de fois Inigo Martinez il a fait la même chose, touchant Rafinha peut-être dans le demi-espace, mais en cassant une ou deux lignes? C'est pas arrivé une ou deux fois, tu vois. Et on l'a vu dans le graphique tout à l'heure. Normalement, les deux centraux sont ceux qui font progresser le plus le ballon. Donc ce n'est pas un hasard non plus. Et ce n'est pas un hasard que dans ce match-là contre l'Atalanta, le joueur qui a fait le plus progresser le ballon, c'est Koundé. Et les deux centraux sont très très bas dans le graphique. Très très bas. Et ont moins fait progresser la balle qu'un mec comme Baldé, qu'un mec comme Koundé qui sont des latéraux. Et un mec comme Chesney qui est le gardien. Ça montre qu'il y a des problèmes avec Garcia aussi, qui avait du mal à relancer de toute façon. Hein. Dès qu'il a essayé de relancer, il était souvent contré. Il avait du mal à se mettre sur son pied gauche. Mais Araujo, c'est pas nouveau. Le fait qu'il sache pas vraiment défendre, ou en tout cas défendre avec le piège du hors-jeu, ni relancer, personnellement, moi, c'est pas une surprise. Hein. Je l'avais dit maintenant, j'espère qu'il va pouvoir s'adapter parce que s'il joue, il faut qu'il sache défendre comme ça. Ou alors, est-ce qu'on doit adapter toute notre défense, arrêter de jouer aussi haut pour Ronald parce qu'il sait pas défendre comme ça? Moi, la réponse est vite vue. Hein. Non, absolument pas. On a vu depuis le début de la saison que ça fonctionnait très bien comme ça, la tactique, que c'est comme ça qu'on doit jouer, que c'est comme ça qu'on gagne, qu'on produit du beau football. On va pas tout changer pour Ronald et commencer à jouer plus bas et à moins être agressif, moins être offensif. Non. Ensuite, il y a Chris Bayo qui dit comment as-tu trouvé Lamine ce soir? Donc hier soir, Lamine j'ai trouvé excellent, très très fort techniquement, beaucoup de différences. Dès qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. Vraiment beaucoup de talent chez ce jeune joueur, hein, je précise jeune joueur, parce que évidemment c'est encore un enfant Lamine. Et on le voit faire des trucs exceptionnels sur le terrain maintenant. C'est encore un enfant et il faut pas qu'il en fasse trop non plus. Il faut pas qu'il se perde dans ça. T'as l'impression que c'est un joueur qui a déjà des fois hein, dans son attitude, qui a déjà toute sa carrière, qui a déjà prouvé tout ça, qui est parfois un petit peu trop perso. Après c'est typiquement le genre de joueur un petit peu comme ça, offensif, technique. Ils ont envie de faire le spectacle, ils ont envie de dribbler, de peut-être un petit peu d'humilier ou en tout cas de jouer avec son adversaire comme un petit toutou, un petit joujou. Donc ça, il n'y a pas forcément de problème. Moi j'aime bien voir le spectacle, j'aime bien voir les joueurs techniques aussi faire un peu danser leurs adversaires, c'est bien, mais attention à pas trop en faire et surtout quand tu sors à 1 minute ou 30 secondes de la fin du temps additionnel, hein, c'est vraiment fin quoi. T'as Pau Vitor qui rentre, Pau Vitor il rentre pour 1 minute.
1 minute, il a joué 2 corners, un coup franc, un truc comme ça. Donc Pau Vitor, il a pas touché un ballon, je crois. Et quand tu vois Lamine qui sort comme ça à 30 secondes, 1 minute de la fin, et qui tire la tronche et qui fait la gueule quand même, qu'il faut que Flick vienne le voir pour lui parler, et qui continue à faire la gueule, que ça soit Gavi après qui vienne le voir pour lui parler, pour lui dire non mais t'inquiète, t'es sorti 30 secondes frérot, à 30 secondes de la fin, t'as 17 ans. Ça c'est le genre d'attitude, moi je suis vraiment pas fan du tout, vraiment pas du tout. Que ça soit Lamine ou n'importe qui, c'est des trucs que je comprends pas. D'un côté on a Gavi qui dit à Flick de faire rentrer Pablo Torre parce qu'il joue pas souvent et de pas le faire rentrer lui. Et d'un côté on a Lamine qui sort à 30 secondes de la fin et qui tire la gueule pendant 3 heures. Bah, frérot, c'est quoi ce délire? C'est pas normal. C'est un manque de respect pour ses coéquipiers déjà. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais Pau Vitor il rentre, il voit Lamine. Enfin, c'est genre. Pau Vitor il joue pas 1 minute, frérot. Il peut bien rentrer 30 secondes. Laisse-le piffer un peu. Il est pas venu pour manger des pop-corn sur le banc de touche, c'est pour vous regarder jouer. Il a envie de jouer aussi un petit peu, tu vois. 1 minute 1 minute. Ça va. J'ai pas le souvenir que Messi à 17 ans, quand tu le sortais ou quand il était sur le banc, il tirait la gueule comme ça, quoi. Donc il faut des fois remettre un petit peu le truc en contexte et prendre du recul. Mais bon, maintenant c'est les jeunes de notre époque. Ouais, je vais faire un peu l'ancien, mais c'est la jeune génération, cette nouvelle génération qui n'est pas patiente, croit que tout est pour lui. Enfin, vraiment, c'est plus la même mentalité. Pour ça, je vais vous dire, Messi, à l'époque, il se faisait sortir ou quoi, il faisait pas la gueule parce que c'était normal. Maintenant, on est dans une génération, dans une nouvelle époque où les jeunes, ils ont le droit à tout, on doit tout leur donner et ils ont rien à prouver, tu sais, on dirait. Tu n'as rien prouvé encore. Lamine, tu as énormément de talent, tu seras probablement un des meilleurs joueurs de ton époque. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais frérot, à l'instant T, il faut que tu joues, quoi. Faut que tu montres les choses et quand tu auras gagné un nombre de trophées incalculable, quand tu auras tout gagné dans le football, là, tu pourras faire un petit peu plus la rosta. Actuellement, il faut bosser encore un petit peu. Ensuite, il y a Suo qui dit « Inigo revient ». Inigo, s'il te plaît, frérot, reviens. Inigo, il va revenir, il a repris l'entraînement, le groupe. Normalement, il sera apte pour le match de la semaine prochaine, Coupe d'Espagne. Contre Valence, je crois que c'est jeudi, donc dans une semaine. Normalement, il sera apte pour ce match-là. Inigo revient. Cet homme-là, ouais, il nous a surpris parce que je pensais pas que j'aurais autant envie qu'il soit titulaire ou autant besoin de lui. Mais ouais, quand on voit la défense du début de saison, Inigo, Koubarsi, et quand on voit Ronald qui revient, alors certes, il a marqué hier, certes, il a fait quelques bons matchs et il fait des bonnes interventions, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément mon football, disons. Donc j'ai hâte que Inigo revienne, effectivement. Et j'espère qu'il sera titulaire avec Koubarsi, de tout mon cœur. Ensuite, il y a La Flemme Rojas, de son nom sur YouTube, dans mes souvenirs. Tu me l'as dit hier, je m'en souviens plus. Ne trouves-tu pas Frenkie meilleur en sortie de banc? J'ai trouvé l'équipe déséquilibrée sans Casado. Je sais pas, parce que la dernière fois contre le Betis, il a fait un très bon match. Maintenant, là, contre l'Atalanta, effectivement, contre le Betis, il était titulaire aussi. Là, il est titulaire, il a fait un match assez moyen de Jong, mais il est reparti dans ses travers. Je l'ai pas montré dans l'analyse parce que, bon, j'avais pas envie de m'attarder trop sur tous ces détails-là. Mais effectivement, De Jong, pendant pas mal de temps dans le match, il y a eu des moments où il voulait faire la différence à lui tout seul, c'est-à-dire porter la balle. Alors il tournait autour de lui pour trouver la solution, il courait, il voulait avancer, mais alors soit autour de lui ça bougeait pas, il avait pas de solution, ce qui est possible aussi, mais les moments où il a été le mieux dans le match, c'est pas forcément quand il avait le ballon justement, c'est quand il l'avait pas, quand il faisait des appels dans la profondeur, qui bougeait un petit peu, quoi. Mais quand il vient, ça c'est les trucs qui me dérangent chez De Jong, hein, c'est vraiment les trucs qui me dérangent le plus. C'est, bon, quand il garde trop longtemps la balle, qui tourne autour de lui, mais il finit par perdre la balle, ça c'est un truc qui m'énerve un petit peu. Mais ce qui me dérange vachement, c'est quand un joueur a le ballon, genre Baldé, genre ou un défenseur central, ou peu importe qui, et il vient demander le ballon, il arrive vers toi, il te colle. Frérot, passe-moi le ballon s'il te plaît. T'es pas obligé de venir coller un joueur pour prendre le ballon, reste dans ta zone, Thierry Henry. Dis-lui, reste dans ta zone, viens pas dans ma zone. Ça sert à rien de venir à 2 cm du joueur pour lui demander le ballon. Il va te la donner, ça va faire une passe la balle, elle va bouger de même pas 1 mètre. Ça n'a aucun intérêt. Et ça, De Jong, il le fait trop. Il vient trop dans ta zone pour te demander la balle. Il faut pas que tu ramènes un joueur, ça va boucher encore plus l'espace. Il y aura pas de... Tu vois ?
Ensuite, il y a Dimitri qui a dit bah écoute, j'aimerais bien parler du multiplex channel qui fait que j'ai rien vu du match de mon équipe. Tristouné, c'est tristouné, j'ai vu ça. J'ai vu ça plusieurs en commentaire peut-être, ou là dans les questions, c'est vrai, il y en a qui ont dit ça, qui n'ont pas pu voir le match. Même Massian, je crois, il n'a pas pu voir le match en direct à cause du multiplex. Bah j'en suis navré, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est vrai que c'est dommage, mais bon. Après, cette soirée-là, c'était pas mal. Le fait qu'il y ait tous les matchs en même temps, pour donner mon avis là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que quand t'as une seule chaîne qui diffuse, voilà, mais enfin, moi, je l'ai vu sur MyCanal, il y avait plusieurs chaînes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, il y avait différents trucs. Donc moi, j'ai pu voir le match dans son intégralité. Mais bon, pour ceux qui n'avaient peut-être pas accès à ça, je sais pas, qui avaient que la télé, Canal, bon, il y avait que le multiplex. Sûr que 18 matchs en même temps, bon, j'imagine que ça avait été difficile de voir le match. Mais d'un côté, c'est le problème de Canal, mais en soi, le fait qu'il y ait une dernière journée comme ça et que tout le monde joue en même temps et que t'as l'impression que le monde du football, genre en une seule soirée, il se passe plein de choses. Je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est dommage pour ceux qui n'ont pas pu voir le match, effectivement. Après, je vous rassure, c'était pas le match du siècle. Vous n'avez pas loupé grand chose. Si ça avait été pareil et pour Benfica, par exemple, là, je vous aurais dit, oh, les gars, je suis dégoûté pour vous. Mais en soi, bon, ce match-là était pas... C'était pas le match du siècle. Ensuite, il y a Joe qui dit qui aimerais-tu affronter en 8ème? Eh bien, selon le tirage, on peut tomber sur PSG, Benfica, Brest ou Monaco. Et j'avoue que j'ai ma petite préférence. Je l'ai dit hier dans le débrief, mais pourquoi pas le PSG? Ça peut être une affiche sympathique. C'est une des plus grosses affiches possibles de cette Ligue des Champions. Bon, c'est qu'il y a le Bayern, par exemple, aussi. Bon, on a déjà joué contre eux, mais possible qu'on retombe contre eux assez rapidement. Et on sait qu'il y a le Bayern, le PSG qui revient très bien quand même, hein, qui a fait un début de saison un peu compliqué, début de Ligue des Champions aussi, mais en soi, là, ils sont vraiment solides en ce moment. Ils pressent très bien. C'est une équipe intéressante qui peut nous poser quand même beaucoup de problèmes. Puis ça serait une petite revanche aussi par rapport à la saison dernière. Le PSG, on sait qu'on les joue très souvent en Ligue des Champions quand même ces dernières années. C'est un peu l'affiche de Ligue des Champions. On tombe plus souvent contre le PSG que... Il y a le Bayern aussi qu'on tape souvent. Enfin, qu'on tape. Vous m'avez compris, qu'on joue souvent. Mais ouais, pourquoi pas le PSG. Ensuite, on a Ilias qui dit Lewandowski, ça devient inquiétant et Ferran prend du poil de la bête. Faut le faire jouer, lui. Et qui aurait pu dire ça? Qu'on entendrait les supporters réclamer Ferran à la place de Robert. C'est Ferran, il part de loin, hein, mais en soi, oui. Actuellement, on va reparler un peu de Dani Olmo, mais il est apparemment pas disponible non plus pour ce week-end. Dani Olmo. Un grand mystère de la vie aussi. Un bon joueur de football, hein, franchement, très talentueux, qui ne peut jouer qu'un match sur 30. C'est un peu fatigant, mais en attendant le retour d'Olmo potentiellement au faux neuf, qu'on ne pourra pas faire jouer concrètement. Je l'avais dit, mais pareil, Dani Olmo, c'est pas forcément la solution au faux neuf, parce qu'il pourra pas jouer tous les matchs. Il va jouer un match sur 3 ou 4, et voilà, faut le faire souffler. Tu peux pas le faire enchaîner plusieurs matchs d'affilée. C'est pas possible, bon, c'est comme ça. Donc Lewandowski va être obligé de jouer et on sait qu'on a Ferran Torres donc dans l'axe qui peut jouer. Maintenant Ferran Torres c'est pas non plus le joueur ultime, mais sur les derniers matchs il n'a pas été si dégueulasse en soi. S'il faut jouer en une touche, il a réussi à le faire. Oui, super. Il a réussi quand même à jouer en une touche. Il fait les appels. Voilà. Après, on sait que Ferran, on connaît les défauts de Ferran. Mais on connaît aussi les défauts de Lewandowski. Est-ce qu'il vaut mieux les défauts de Lewandowski sur le terrain ou les défauts de Ferran? Vous allez me dire, c'est mieux de dire est-ce qu'il faut les qualités. Mais en soi, là, actuellement, on va plus parler des défauts, quoi. Mais Ferran, c'est plus un défaut dans la finition. Lewandowski, c'est... Bon, là, actuellement, c'est un peu dans la finition, mais c'est aussi... il ralentit le jeu. Donc je me dis, peut-être un joueur qui ne va moins ralentir le jeu, qui va peut-être arriver à plus sublimer Lamine Yamal et Rafinha que Lewandowski qui va pas forcément marquer non plus, mais qui va pas forcément non plus sublimer Lamine et Rafinha. Même si hier il a fait une excellente passe, tout ça, mais en général, en ce moment c'est un peu plus compliqué pour lui. Je l'avais dit quand Ferran est assigné au club, j'avais dit c'est le genre de joueur en fait qui va pas forcément le joueur de ton équipe qui va faire des différences, mais ça va être plutôt le joueur collectif qui peut justement plus faire briller les autres que lui-même, tu vois. Et si c'était le moment de le faire, vraiment. Et si c'était le moment pour Ferran de faire briller un petit peu les autres. De régaler Lamine par ses appels, par ses efforts, par son jeu en une touche, qui soit là vraiment pour un peu, alors sans vouloir comparer qui que ce soit, mais pour ceux qui ont connu cette époque de Guardiola, tout ça, mais le Pedro de Messi, tu vois. Le Pedro qui est toujours là pour jouer en 1-2, pour vas-y Messi, je suis là pour toi.
pour te régaler, pour que tu régales tout le monde. Ferran Torres, j'attends un peu plus de ça de Ferran Torres. Tu fasses un peu briller ses collègues, tu vois. Sois utile là-dedans au moins. Et là, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a Babsny qui dit Gavi est-il bien utilisé? Je sais pas. C'est vrai qu'il y en a qui ont dit que Gavi a pas forcément été bon. Pour moi, Gavi a peut-être été un des meilleurs milieux de terrain hier sur le terrain. Milieu de terrain sur le terrain, oui. Je pense. Maintenant, c'est vrai que bon, les milieux de terrain, ça a été un peu compliqué. Ils ont pas fait un gros match. On a été vraiment bloqué au milieu de terrain. Je l'ai montré dans l'analyse avec un marquage individuel. Voilà, les milieux ont eu du mal à se démarquer. Pedri a pas fait un gros match. Peut-être un des matchs les plus timides de la part de Pedri. Je dirais pas que c'est un mauvais match, mais on l'a moins vu que d'habitude. L'Atalanta a bien bloqué Pedrito. Bon, Frenkie, voilà, ça a été un peu compliqué. Gavi, je l'ai pas trouvé mauvais en soi. Je l'ai pas forcément trouvé mauvais. Il y en avait qui demandaient Fermin. Ouais, Fermin aurait peut-être pu apporter plus que Gavi. Peut-être qu'il y avait un manque de gars qui jouent de manière directe, de gars qui prend la profondeur constamment. Un jeu, c'est un peu différent, Fermin et Gavi. Peut-être que Fermin aurait fait plus de bien que Gavi, mais je pense pas non que Gavi ait fait un mauvais match, ni qu'il était pas forcément bien utilisé, tu vois. Je trouvais plutôt pas mal son match. On finit avec la question de Kylian qui dit frustré de ne pas finir premier. Franchement non. Le match hier, moi, m'a pas frustré. Vraiment, j'attendais rien de ce match en soi. Je vous le dis franchement, hein, j'étais assez détendu. Ça s'est peut-être vu pour ceux qui étaient dans le live d'avant-match. J'étais en détente totale. J'attendais pas... Si on gagnait, tant mieux, c'était très bien. Si on perdait, bon, j'aurais été un peu déçu de perdre quand même, mais pour l'équipe, pour le mental et tout ça. Mais voilà, ce match nul, moi, il me pose pas forcément de problème. C'est sûr que je m'attendais à ce que Liverpool gagne. Donc je me suis dit, dans tous les cas, on finira pas premier. Puis après, on a vu dans le match, à un moment donné, on était premier. Que Liverpool a quand même perdu tout ça contre le PSV, je m'attendais pas à ça. Donc ouais, il y a ce petit truc là, on se dit c'est un peu dommage. On aurait ramassé peut-être un peu plus de thunes, ça aurait été un peu différent, ça aurait changé peut-être 2-3 petits trucs. Mais là quand même, on est quand même deuxième, on empoche quasiment 90 millions pour notre phase de poule. Franchement, ça va faire du bien. Ça va faire du bien au club d'encaisser autant d'argent. C'est assez positif. Au final, quand on regarde toute la phase de poule, la phase de groupe, on va dire, on va appeler ça comme ça, de qualif de la Ligue des Champions, pour le moment, on n'a pas fait un sans faute évidemment, mais ça a été vraiment une phase de très bonne qualité avec énormément de buts, des gros matchs de la part de nos joueurs, de Rafinha surtout évidemment, mais ouais, Lewandowski qui a fait ses matchs au début, qui marquait pas mal, Pedri qui a fait des gros matchs, Lamine Yamal aussi, en défense c'était quand même solide. On arrive à finir deuxième avec une équipe qui est pas forcément, quand on regarde un peu cette saison là, le coach, tout ça, il arrive à faire un très gros travail avec des joueurs qui étaient plus ou moins là déjà la saison dernière. Il n'y a pas eu un gros mercato, c'est ça que je veux dire. Et pourtant, l'équipe joue largement mieux que la saison dernière, est beaucoup plus offensive, encaisse peut-être plus du coup, mais il y a quand même un peu plus de spectacle. Et voilà, donc ça reste positif. Et franchement, je m'en fous qu'on finisse deuxième, c'est un détail. Du moment qu'on est qualifié, il y en a, les gars, ils passent les barrages. Il y en a, ils ont fini, regardez, Manchester City, ils ont fini 22e. Le PSG, je sais pas, mais ils sont pas dans le top 8. Le Real non plus. Franchement, on est bien. Hein. On a joué le Bayern, on les a tapés. Benfica, on a fait un scénario fou, voilà. On a gagné contre Dortmund. Voilà, bon, mis à part avoir perdu contre Monaco en prenant un carton rouge très tôt dans le match, notre phase de qualification, elle est plutôt positive, plutôt bonne. Donc je reste satisfait moi personnellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour l'avant-match probablement, ouais, contre Alaves. Barça Alaves dimanche à 14h les amis. Match 14h, c'est assez rare mais c'est comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée, à demain. Ciao.